Et donc, je vous présente Vincent Tardieu, journaliste, qui a commis un livre Agriculture connectée que vous avez peut-être lu, Agriculture connectée, arnaque ou remède. Avec un point d'interrogation. Il me semblait l'avoir prononcé, mais voilà, c'est mieux en le disant. Et donc, il connaît bien le sujet et qui a préparé 2 tables rondes autour des usages aujourd'hui du numérique. Donc, une première table ronde avec des agriculteurs et des expériences en France. Et je pense que, Vincent, vous pouvez inviter vos participants à nous rejoindre. Alors, donc, avec 3 agriculteurs qui vont nous rejoindre. Marie Chapuis, qui est par là, Vincent Guillot et Grégoire Delaroussière, sachant que 2 autres agriculteurs en fait devaient être avec nous, mais n'ont pas pu finalement se libérer pour des raisons, l'une de maternité en fait, et l'autre de travaux, je crois, agricoles. Donc on les excuse. On essaiera de reprendre un petit peu avec eux des éléments qui ont nourri aussi la réflexion autour de cette table ronde. Je vais vous présenter tout de suite nos agriculteurs. Vincent, j'ai juste pas précisé tout à l'heure qu'à la suite de ce débat, vous pourrez poser des questions. Et donc, il y a évidemment le hashtag Digitag sur lequel vous pouvez, par Twitter, poser des questions. Et il y a aussi un numéro de téléphone, le 06 45 69 40 89, sur lequel vous pouvez poser des questions qu'on reprendra tout à l'heure. Voilà, donc en dehors de Vanessa Violette, qui ne peut pas nous rejoindre, et Sébastien Ségone, un viticulteur, qui malheureusement ne peut pas être des nôtres. Je dis malheureusement parce que vous voyez bien ici l'importance de la viticulture connectée, en tout cas de toute l'expérimentation, pour reprendre les mots de Laurence, sur l'importance en fait du numérique dans cette filière-là. Donc sont avec nous Marie Chapuis. Marie est éleveuse de 120 Holstein, je crois, en Haute-Loire. Et elle ne fait pas simplement de l'élevage et de la production de lait, mais elle transforme son lait en différents types de fromages, et notamment des fromages soit AOC, ou en tout cas, je veux dire, caractéristiques locales, on va dire. À caractéristiques voilà. Locales. Dont l'artisou, que je ne connaissais pas, des tomes, des bleus, et également des yaourts. Et donc, vous êtes sur une reprise de la ferme paternelle, et vous avez 3 salariés en GAEC. Alors, je suis associée avec mon père, qui est encore sur l'exploitation actuellement. Et on a 2 temps pleins sur l'exploitation et 2 temps pleins sur la transformation. D'accord. Voilà. On va revenir avec vous après sur vos usages du numérique. Vincent Guyot, qui est producteur en grande culture sur 130 hectares dans l'Aisne, à 15 km au nord de Saint-Quentin. Donc en grande culture, différents types de céréales, du colza, de la betterave, et en non-labour, donc sur un itinéraire voilà, assez particulier qui n'est pas du tout dominant actuellement, même si ça progresse. Là aussi, exploitation familiale et reprise depuis 2001. Grégoire enfin Delaroussière, qui est au domaine des Mercières à Villa-Savary dans l'Aude, au sud de Castelnaudary, pour ceux qui connaîtraient Castelnau et pas Villa-Savary. 3 ateliers sur 90 hectares, production de semences potagères, céréales et également des fraises et de l'asperge sous serre. Vous avez 5 employés entre 3 exploitations, donc un groupement d'employeurs d'exploitation. Je voulais tout de suite en fait poser une première question, et qui permettra à Marie de nous présenter aussi en même temps son système. Marie, elle est avec un robot de traite, et elle a également équipé ses vaches, ou en tout cas une partie d'entre elles, avec un certain nombre de capteurs, notamment des capteurs de rumination et de vélage, et également ces bâtiments de caméras, là encore connectées à son smartphone ou à sa tablette. Et ma question toute simple, c'est en fait, quels sont les gains pour vous? Les gains, vous allez nous en parler, mais aussi quelles peuvent être finalement les limites que vous trouvez à votre système? Voilà. Alors des gains, il y en a toujours, des limites aussi. Hein, il n'y a aucun système qui n'est parfait.
Alors pourquoi déjà est-ce qu'on s'est équipé? C'est la première question. C'est que le type de travail a un peu évolué. Alors, tout d'abord, le robot de traite. Pourquoi est-ce qu'on s'est équipé d'un robot de traite? Très concrètement, c'est parce qu'on ne trouvait personne qui durablement souhaitait traire. On a un réel problème en termes de main-d'œuvre. C'est-à-dire que ma mère a assuré la traite et on est arrivé à un moment où j'étais enceinte de jumeaux, ma mère était malade et j'avais pas d'autre solution. J'avais des problèmes au niveau de la qualité du lait, j'avais des problèmes au niveau de la présence. Les gens ne venaient pas travailler. Un jour, il n'y a personne. C'est pas de chance, hein, seulement que les vaches, faut les traire. Donc en fait, ça ne répond pas à une idéologie, ça répond à un besoin au départ. Donc c'est quelque part malheureux parce que on laisse à la machine ce que l'homme pouvait faire. Donc la machine remplit très bien son rôle, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais en vacances, elle n'est jamais en retard, elle est parfois en panne. Ceci dit, on la répare, les techniciens sont présents dans les 2 heures. Même l'hiver? C'est contractuel, oui. Même l'hiver, quand oui. les routes sont impraticables chez vous? Les routes sont de moins en moins impraticables, les hivers sont de moins en moins rigoureux. Donc, on va dire que c'est une chance. Hein. Et on est capable d'intervenir, nous, sur la machine. On se forme petit à petit, en fait. Donc, on a ces contraintes en moins, qui sont des contraintes humaines. Hein. Ceci dit, si on n'est pas là et si la machine est en panne, et ben là c'est la limite. Donc la limite, c'est une machine qui ne marche pas. On peut avoir de sérieux problèmes. On peut décimer un cheptel avec une machine qui ne marche pas. Ça nous appelle la nuit, par exemple. La nuit, la machine est en panne. Paf, ça nous appelle 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tant que tu n'y vas pas, ça appelle. Donc tu y vas. Et de toute façon, on n'a pas le choix. On est obligé d'y aller parce qu'on ne peut pas laisser une vache qui n'est pas traite. Une vache qui n'est pas traite, c'est une vache qui sera malade demain. Donc on a une responsabilité envers nos animaux et voilà, et on met tout en œuvre pour y répondre. Donc on y va la nuit y compris. Avant on n'allait pas la nuit. Idem pour les systèmes de vélage, ils ont inventé des systèmes de vélage qui sont particulièrement intéressants. C'est-à-dire qu'on a un capteur qui se met sur la queue de la vache et qui prend il y a tout un tas de paramètres qui sont pris en compte, notamment la position de la queue de la vache. Quand elle vèle, la queue se lève, voilà, parce qu'il faut que le veau sorte. Donc pourquoi est-ce qu'on a acheté ce système? Pour pouvoir être prévenu au moment du vélage. C'est-à-dire que moins on a de mortalité de veaux sur une ferme, moins on a de perte de chiffre d'affaires. C'est une question d'argent. C'est aussi une question de responsabilité envers l'animal. Parce que si la vache a besoin, on va l'aider, hein, on va procéder au vélage. Et donc on a mis des caméras. Pourquoi des caméras? Parce que quand ça nous appelle la nuit et qu'il fait froid et que c'est l'hiver, et qu'on n'a pas envie de se lever, on allume la caméra et on regarde. Voilà, on surveille à distance, mais bien souvent, on ne peut pas rester dans son lit au chaud, on y va, quoi. Et Marie, est-ce que, au-delà, on voit bien le système est assez cohérent, hein, et puis il vous apporte quand même beaucoup de sécurité, mais il vous apporte quand même du stress, j'entends moi, parce que la nuit, on a des fois envie de dormir. Ça peut arriver? Généralement, la nuit, on a plutôt sommeil, vu le rythme de la journée, oui. Ça amène du stress. Non, on ne va pas dire du stress. Parce que, le stress, c'est pas ça, hein, quand c'est qu'un problème mécanique. Mais un souci permanent, on va dire. Oui, il faut ne pas être loin. On ne peut pas se permettre d'être loin. Parce qu'en réalité, sur le système agricole, tout repose sur l'homme. Tout ne repose pas ni sur la machine, ni sur le courant d'information. Mais s'il n'y a pas l'homme derrière pour venir faire véler la vache ou pour venir réparer l'appareil, il n'y a rien qui fonctionne. Vous pouvez mettre n'importe quel système en place. Si vous n'avez pas d'homme derrière, ça ne marchera pas. Après, vous pouvez transférer de l'information, récolter de l'information. Ça, on peut le faire, on sait le faire. Mais si on n'en fait rien de cette information, déjà, ça ne sert à rien. Ceci dit, les informations des robots sont énormes, les informations collectées. C'est-à-dire que le robot est capable de collecter une information sur le litrage produit, sur la qualité du lait produit, sur le poids des bêtes, sur le nombre de mammites, sur tout un tas de choses. Ces informations, le distributeur, c'est-à-dire l'installateur de la machine, y a accès. Nous aussi d'ailleurs, mais on ne sait pas si elles sont collectées. Si elles ne sont pas collectées, on ne sait pas ce que deviennent ces informations, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils peuvent en faire d'ailleurs, ou qu'est-ce qu'ils veulent en faire. Quelque part, nous, ça nous importe peu. Nous, ce qui nous importe, c'est de pouvoir avoir
de meilleures conditions de travail, parce que très clairement, un robot, c'est une meilleure condition de travail, c'est-à-dire que c'est la machine qui va faire le geste de l'homme, et ma foi, elle le fait aussi bien, voire mieux, parce que techniquement, c'est mieux abouti qu'une salle de traite lambda. Je ne sais pas qui d'entre vous est déjà rentré dans une salle de traite. Ouais, d'accord, c'est bien. Voilà. Non, mais ce qui est bien, enfin moi je suis un peu là par hasard aujourd'hui en fait, et c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à nous parce qu'on ne se connaît pas. Enfin, je ne vous connaissais pas avant très peu de temps, hein. Mais ce qui serait encore mieux, c'est que vous puissiez venir dans nos fermes pour voir. Voilà, bon, alors, on vous invite. Hein. Des cars, tout ça. Ok. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant cet échange. Moi, je savais même pas que l'institution existait il y a 3 mois de ça, quoi. Donc voilà, mais il y a tout un tas de choses intéressantes à voir des deux côtés. Mais venez, les portes sont ouvertes. Hein. Merci pour l'ouverture. Grégoire, vous êtes donc, je le disais tout à l'heure, dans l'Aude, et en fait, vos usages de l'outil connecté sont principalement sur connaître l'état et le suivi de l'état de l'humidité du sol, gérer votre irrigation, vos serres, on en parlait, très, très important. Et en fait, ce que vous m'expliquiez dans la préparation qu'on a eue ensemble, c'est que ça vous permettait surtout d'être réactif et de pouvoir au mieux être réactif par rapport aux fortes variabilités que vous accumuliez dans votre territoire, et notamment au niveau météo. Et cette variabilité météo, elle est évidemment très largement aujourd'hui répandue en France, liée ou pas au changement climatique. Et est-ce que simplement cet apport de réactivité, est-ce que ces gains-là, vous avez pu un peu les quantifier? Et de quelle manière? On l'a déjà évoqué ensemble en préparant cette journée. Les gains, d'un point de vue quantifiable, c'est compliqué. Je dirais que c'est plus d'un point de vue organisationnel, optimisation du temps, car comme vous le savez, sur l'exploitation agricole, on est généralement peu nombreux, malgré quelques salariés. On est toujours au four et au moulin dans le même temps. Donc je pense que les applications, le numérique appliqué terrain-agriculture nous permet surtout de gagner du temps. C'est-à-dire que je peux commencer une tâche, par exemple moissonner, et être prévenu si j'ai par exemple une irrigation qui est en panne ou si je commence à avoir trop de vent sous ma serre. Je peux commander ça à distance, arrêter l'irrigation, fermer ma serre, sans avoir à refaire 10 bornes de l'autre côté. C'est plus un gain de temps organisationnel. Après, je rejoindrai un peu ce que disait Marie. On devient un peu... moi, je suis un geek absolu déjà à la base. J'ai du mal, je crois que... Je suis né avec ça greffé dans la main avant même que ça existe. On devient assez rapidement prisonnier de ces choses-là. Puis comme c'est plus pointu, avant, comme on dit en Occitanie, on faisait des choses un peu bistodénas, on mettait de l'eau, on ne savait pas si on mettait 25 ou 30, mais on savait que ça passait, on mettait en place une irrigation, ça fuyait un peu, on se disait c'est pas grave. Aujourd'hui, avec tous ces instruments de mesure et avec la télétransmission qui va avec, c'est oulala, zut, ma pression à 0,5 bar près n'est pas bonne sur mon goutte à goutte, alors qu'en fait ça a toujours été le cas avant, mais on commence à stresser énormément. Je pense qu'il faut en effet faire attention à l'esclavagisme des machines. Et on vient... La data ne renforce pas finalement. Et Marie dit aussi quelque chose d'essentiel, c'est que ça doit partir d'un besoin et non pas l'inverse. Parfois j'ai l'impression quand même, alors je sais pas s'il y a des constructeurs ou des réalisateurs dans la salle, parce que parfois on se demande si vous êtes déjà venu sur une exploitation agricole, mais je sais pas comment vous avez pondu certains algorithmes ou applications pratiques, mais il faut venir dans les champs pour voir comment ça se passe, parce que parfois c'est ubuesque ce que vous nous créez. Je vous le dis franchement, et ça doit, je pense que il y a des super têtes pensantes, on a parlé de Fab Lab, de choses comme ça. Moi, j'ai assisté à des choses fascinantes. Une seule réserve près, c'est qu'en effet, les idées partent toutes d'une très bonne intention, mais il leur manque juste une application in situ. Donc là, Marie, tu es vraiment... finalement, je te paraphrase depuis tout à l'heure, c'est venez dans nos fermes pour nous demander les réels besoins, plutôt que nous en créer. Et Grégoire, justement, Laurence Allard tout à l'heure parlait d'usage autour des Fab Labs. On peut dire que il y a un niveau de co-construction aussi de ces outils qui manque peut-être, ce que vous avez l'air de suggérer. Il y a un nombre incalculable d'initiatives de co-construction, de partage, ça c'est fascinant. En plus en agriculture, honnêtement, on est un peu à la traîne niveau application numérique.
Moi, je ne suis pas du tout issu du monde agricole à la base, je viens de l'industrie musicale, j'ai une formation d'ingénieur du son. Le numérique a commencé à arriver dans les studios dans les années 80. On est en 2018 aujourd'hui. Je vous avouerai que quand je suis arrivé la première fois sur une exploitation agricole, quand le métier a commencé à m'intéresser, j'étais un peu déconcerté sur le manque d'outils numériques, le manque d'ergonomie du peu d'outils qui existaient. Il y a un énorme effort à faire là-dessus. Je reviens dessus, il faut vraiment que vous qui êtes chercheurs, étudiants ou responsables d'organisation, on parle de co-construction, mais en fait, généralement, dans ces ateliers de co-construction, on retrouve tout le monde sauf des agriculteurs. C'est quand même... Digitag, c'est de l'agriculture, donc je pense qu'à la base, il y a comme des agriculteurs, et même si on est moins nombreux, je pense qu'il faut surtout qu'on co-construise ensemble, on en a vraiment besoin. Je ferai une observation, vous avez précisé, je voulais le faire à l'instant, que vous étiez à l'origine ingé son et que vous êtes hors cadre familial. Sur le papier, oui, mais bon, il y a toujours une histoire à l'origine qui fait qu'on arrive dans une région, qu'on découvre un métier. En l'occurrence, j'ai découvert le métier des parents de la personne qui est devenue mon épouse. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, et ça rejoint en tout cas l'enquête que j'ai faite, c'est que de voir qu'il y a quand même beaucoup d'agriculteurs, et c'est pas le cas de tous, et on va le voir tout de suite d'ailleurs avec Vincent, mais qu'il y a quand même pas mal d'agriculteurs qui viennent d'autant plus au numérique, qui ne sont pas nécessairement des fils d'eux, et qui ne sont pas nés forcément dans la ferme. Et je dirais qu'à l'inverse, on peut se dire peut-être que l'outil est aussi un facteur d'intégration de nouvelles générations ou de nouvelles populations agricoles. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors écoutez, c'est que ça c'est le paradoxe, c'est qu'en effet moi je suis vraiment accro à tout ce que le numérique permet pour faciliter le quotidien. En revanche, dans le monde agricole, hormis des petites applications, des choses qui facilitent le quotidien, quand on parle plus de machines, je vois Alain Savary qui refait de l'Axema qui est là, là c'est plus compliqué quand on s'installe donc avec une exploitation jeune, une trésorerie quand même plutôt limitée, qu'on investit souvent juste dans plus en pompier qu'en investissement long terme. Là c'est plus justement les fils d'eux qui sont mieux équipés, pas les fils d'eux ou les héritiers, c'est normal, ils ont des fermes, des exploitations qui sont assises depuis longtemps avec un système économique qui leur permet d'investir quand même plus facilement que des jeunes arrivants comme moi. Voilà, je pense au RTK, à l'autoguidage, des choses qui... je suis en production de semences, donc ça demande aussi beaucoup de précision. C'est du matériel qui est difficilement accessible pour toutes les bourses, quoi. Et là, je pense que mes camarades voisins qui sont installés depuis longtemps au niveau matériel sont bien équipés. Moi, j'aimerais bien le faire prochainement. Je pensais moins effectivement à la question de l'accès au niveau financier qu'à la question de l'accès au niveau technique et de la culture. Mais je voudrais poser la question aussi à Marie. Souvent, on a dit, par exemple, qu'on est en pleine crise de l'élevage, qu'il y a vraiment des problèmes de transmission, et que finalement, la robotisation et les capteurs sur l'animal pouvaient être aussi des éléments qui soient relativement attractifs pour de jeunes éleveurs. Vous confirmez ou vous ne dites pas forcément ? Moi, je dis qu'en Haute-Loire, aujourd'hui, il n'y a absolument personne qui recherche à racheter une ferme laitière. Voilà. Les nouveaux venus sont des gens qui veulent faire du maraîchage, des élevages en chèvre, des choses comme ça. Mais racheter aujourd'hui une ferme laitière qui produit du lait, déjà plus personne ne veut traire ou très peu, puis c'est absolument pas rentable. C'est-à-dire que les gens qui sont déjà installés n'arrivent pas à sortir de salaire pour la plupart. Donc les nouveaux arrivants, la réponse est simple, il n'y en a pas. C'est réglé, au moins on ne se pose pas la question du numérique avec eux. D'accord. Bon. Non, mais c'est une réalité. C'est une réponse voilà. en tout cas, claire. Après, si les jeunes qui s'installent ne souhaitent s'appuyer que sur le numérique pour réussir, eh ben, je leur souhaite bien du courage et d'avoir des parents qui sont fortunés. Parce que ça va leur coûter très cher pour faire faillite très rapidement. S'ils ne maîtrisent pas la gestion de l'animal, la gestion des terrains, la gestion des amendements, la gestion de l'administratif, à 50% de leur temps, ils sont morts. D'accord. Ça va rebondir justement sur Vincent, parce que, Vincent, en deux mots, vous avez plusieurs types d'usage du numérique, vous en avez même pas mal. On s'était dit qu'on allait se centrer sur deux usages. D'un côté des OAD, des outils d'aide à la décision, et en particulier sur FarmStar, qui est quand même un peu la locomotive et l'historique de ces outils-là.
ça existe depuis plus de 10 ans, qu'il y a à peu près 50%, on estime, en grande culture, qui sont équipés de ces outils de modulation de l'azote. Et puis, il y a les réseaux sociaux, on va y venir après, mais ça rejoint ce que disait Marie, parce que vous m'aviez dit, mais attention, ces outils, il faut vraiment avoir un usage intelligent. Et je veux bien que vous développiez là-dessus. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là sur comment, en fait, ces outils, si on les applique à la lettre, on peut complètement se planter, quoi. Je voudrais d'abord apporter mon soutien à Marie. Et pour les gens qui me suivent régulièrement sur Twitter, vous voyez régulièrement passer la devise de la France, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, les éleveurs, ils sont dans la douleur, et eux aussi, ils ont le droit d'avoir une décence de vie, des vacances et un revenu. L'égalité, c'est l'égalité pour tous, qu'on soit agriculteur, pas agriculteur, éleveur laitier ou autre chose. Et donc, pensez-y. Sur les OAD, donc la définition d'un OAD, c'est outil d'aide à la décision. Donc j'en utilise plusieurs sur l'exploitation. Donc on a cité FarmStar. Donc FarmStar, c'est un suivi de mes cultures de colza, blé et orge d'hiver par satellite. Et donc par rapport à ce que disait Marie tout à l'heure, moi le satellite peut voir des choses que mon œil ne peut pas voir. Donc il est à des centaines de kilomètres au-dessus de moi. Thomas Pesquier, il l'a croisé dernièrement, il l'a salué, il nous a fait une belle photo des Hauts-de-France, c'était super. Et donc ce vol par satellite, il cartographie mes cultures, il m'envoie en fait des cartes pendant tout le printemps avec une gestion, donc avec une observation de la variation intraparcellaire de l'état végétatif de mes cultures. Et donc en fonction de ça, moi j'apporte pour chaque point de ma parcelle la bonne dose au bon endroit de fertilisants ou de nutriments. Moi, je fais de la nutrition de mes cultures. Mais aussi, ça me permet éventuellement donc, de raisonner certaines applications phytosanitaires que pour certaines parties de mes cultures de blé. Mais c'est des outils d'aide et pas de décision. Voilà, donc je reçois les cartes, moi j'en fais ce que j'en veux. Donc c'est quand même moi. Moi, quand je me suis installé en 2001, je me suis installé en tant que chef d'entreprise. J'ai repris l'exploitation familiale et c'est moi qui décide jusqu'à maintenant de ce que je fais dans mes champs. D'autant plus que ce que vous soulignez, je trouve que c'était vraiment important, c'est qu'en fait le paramétrage même de ces outils, ils n'étaient pas nécessairement applicables tels quels chez vous, pour des raisons, là encore, de variabilité météo, mais surtout chez vous, de pédologie absolument incroyable. Par rapport à tout ce qui est numérique, la problématique du moment, c'est en partie qu'on est en train de vivre le changement climatique. D'autres n'y croient pas, moi j'en suis quasiment convaincu. Et donc, paramétrer des outils numériques sur des données météorologiques du passé, donc 5-10 ans derrière moi, c'est déjà presque trop vieux. Parce que ce qu'on est en train de vivre là, alors on y croit pas comme vous voulez, hein, mais les coups de chaud de la semaine dernière, l'emballement, la semaine dernière, pour les gens qui m'ont vu sur RMC, la moisson, elle a démarré avec 8-10 jours d'avance. On n'a jamais vécu ça. On est sur un scénario de 76, etc., etc., etc. Donc aujourd'hui, on a besoin d'outils numériques, mais qui nous permettent de faire des diagnostics en conditions réelles et pas forcément basés sur des données du data, de ce que j'appelle le data. Parce que notre outil d'aide à la décision, il peut être mis en défaut par des conditions extrêmes. Et alors l'année dernière, on était inondés comme pas possible, hein, souvenez-vous, c'était que l'année dernière. Hein. Et cette année, moi, je pleure tous les jours pour avoir de l'eau sur l'exploitation, pour sauver principalement mes betteraves. Mais donc on vit des météos extrêmes. Et donc on a besoin d'outils qui soient instantanés dans leur diagnostic des cultures et donc dans le restitut du conseil par rapport à la situation qu'on vit au jour le jour. Mais justement, Vincent, vous pouvez être demain un émetteur de ces informations, je suppose. Je veux dire que l'enjeu du big data, c'est aussi ça, c'est que demain, ce feedback, vous pouvez l'apporter et peut-être nourrir lui-même le modèle. On peut imaginer aussi des formes beaucoup plus interactives. Rêvez pas, hein. Dans un an, des stations comme ça, là, il y en aura une tous les 5 ou 10 kilomètres. Hein. C'est une station météo connectée pour laquelle on va pouvoir partager les données. Donc une fois qu'on sera, quel que soit le fournisseur, hein,
On aura tous sur nos tablettes. Ça coûte pas trop cher, on va dire, parce que c'est toujours trop cher, mais c'est quand même accessible pour tout le monde. À la limite, ça devrait être aidé par qui on veut, hein, si on veut aller jusqu'au bout du truc. Hein. Mais ça permettrait d'avoir un maillage hyper important qui permettrait d'alimenter ensuite les modèles de prévision de maladie. J'en utilise un qui s'appelle Atlas, mais pour lequel j'ai un problème d'interprétation des conseils qu'il me donne, parce que en fait, les données météo qu'il utilise sont situées à 35 km de chez moi. Et c'est trop loin. Il y a 2 jours, attendez, j'essaie de me repérer dans le temps. Mardi, j'ai pris un orage sur la ferme, j'ai pris 12 mm. De l'autre côté du village, il n'y a rien eu. Donc même en ayant une station météo tous les 5 km, on n'aura pas encore la précision suffisante pour faire tourner tous les modèles. Mais on aura fait un grand pas. Parce qu'aujourd'hui, donc moi, je raisonne ma protection phytosanitaire et ma nutrition de mes cultures à la parcelle. Donc j'ai un itinéraire technique par parcelle. Je suis en train de partir en ferme pilote agriculture de précision, c'est-à-dire que je vais avoir autant de parcelles que de mètres carrés dans mes champs. Oui, vous êtes dans vraiment l'intraparcellaire. Et c'est là où je vais gagner en performance économique et environnementale. La guerre du coût de production, elle est là, parce que moi, tout ce que je mets dans mes champs, je le paye. Et donc, tout ce que j'investis, à chaque fois que je passe un pulvé, je ne passe jamais le pulvé par plaisir. Quand je sors le pulvé la nuit pour avoir des bonnes conditions, pour en mettre le moins possible, c'est parce que ça me coûte de l'argent. Et quand j'investis 1, c'est pour en gagner 2, 3, 4, 5. Si je pouvais, et on l'a fait cette année, parce que les conditions étaient sèches, parce qu'il a plu peu chez nous, parce que j'ai été rassuré par mon outil d'aide à la décision qui m'a dit « Vincent, calme-toi, ton premier fongicide, tu peux ne pas le faire, tout en dormant bien. » Parce que tout à l'heure, on parlait du stress de l'agriculteur. Moi, je ne dors jamais tranquille. Parce qu'il ne faut pas oublier, moi en 2010, j'ai été grêlé sur la moitié de la ferme. Je suis assuré, mais j'ai pleuré au milieu de mes champs. Parce que quand vous bossez une année entière, et qu'en 2 heures de temps, la moitié de votre récolte, elle est bousillée, derrière vous... Moi, à chaque fois qu'ils annoncent un orage à la météo, je tremble dans ma chambre. Donc ne me demandez pas... Après, vous pouvez m'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Hein. Moi, surtout le faire par tweet, justement. Je dors pas beaucoup. Tweet, justement. Tweet. Sociaux, vous y passez, vous m'avez dit, à peu près plus de 2 heures par jour, rien que sur Twitter. Hein. Donc, pour faire quoi? Et c'est quoi, en fait, l'enjeu en 1 minute? En 1 minute ben, je fais ce que mes 2 voisins m'ont dit qu'il fallait faire. Mes 2 voisins disent il faut faire venir les gens sur ma ferme. Moi, j'ai 3000 personnes qui me suivent quotidiennement sur Twitter. J'ai 3000 personnes qui viennent sur la ferme tous les jours. C'est quoi l'enjeu pour vous? Ben, recréer un lien entre moi qui suis tout seul paumé au milieu de ma cour de ferme, qui ne voit personne à longueur de journée, et puis vous tous. Vous qui allez demain consommer ce que je produis sur l'exploitation, vous demain qui allez soutenir, vous qui demain allez décider de nos modes de production. Moi, j'ai besoin de vous raconter, j'ai besoin de vous expliquer ce que je fais, la performance que j'ai sur l'exploitation. Et aujourd'hui, moi, j'ai pas aimé quand ça a été repris la dernière fois, mais je vais vous le redire. Moi, je dépose mes gamins à 8 heures chez la nourrice, ma femme va bosser, je suis tout seul sur l'exploitation, il n'y a pas de salariés, je vois personne de la journée. Si j'ai pas une visite, je vois personne. Si, la boulangère à 9h et la factrice à 9h30. Puis après, terminé. Donc aujourd'hui, j'échange, mais j'ai soif, on a soif. Et Marie l'a dit, on a soif de vous montrer ce qu'on fait dans nos fermes. Aujourd'hui, pour des raisons pratico-pratiques et en termes d'accueil à la ferme, c'est compliqué pour moi d'accueillir des classes, d'accueillir des enfants. Je l'ai pourtant fait pour la classe de mon gamin, mais je ne peux pas le faire. Et on ne pourra pas toucher autant de monde que ce que je touche en étant sur Twitter. Donc aujourd'hui, tous les soirs, de 18 à 19 heures, j'envoie entre 3 et 4 tweets de ce que j'ai fait ma journée. Et ça m'a permis, aujourd'hui, Twitter m'a ouvert des portes, on n'imagine même pas. De toute façon, si je suis là, c'est parce que je suis sur Twitter. Tous les jours, si je parle avec Samuel Etienne sur Europe 1, c'est parce que je suis sur Twitter. Non, mais après, de toute façon, j'arrêterai pas. Mais aujourd'hui... On va vous mettre des moufles. Hein. Aujourd'hui, ça recrée un lien. Je connais des gens, je rencontre des gens que je n'aurais pas pu rencontrer
si je n'avais pas été sur ce réseau social. Je ne peux que remercier Passion Céréales, il y a 3 ans, de m'avoir formé à ça. Et c'est parce que Passion Céréales et Demain Agri Demain forment un réseau aujourd'hui d'agriculteurs communicants qui veulent avoir une communication positive sur toutes les agricultures. Aujourd'hui, je me défends qu'on parle pour des agricultures avec un S. Et donc, il faut qu'on soit le plus nombreux possible à y aller et à pouvoir réouvrir nos portes. Et mon petit clin d'œil sur Twitter, parce que j'allais l'oublier, vous avez devant vous l'inventeur du hashtag AgriPapa. AgriPapa, c'est moi. Très bien, on va peut-être prendre une... Copyright. J'ai cherché pour savoir si c'était moi, mais c'est moi. On va prendre une ou deux peut-être questions de la salle, sachant que voilà, on court après le temps. Je suis désolé pour vous tous, mais est-ce qu'il y a des questions? Sinon, c'est nous. Sinon, on peut poser des questions aussi. Non? Oui, bien sûr. Je connais pas. Sinon, moi j'ai juste un point. Alors, ça va peut-être amorcer une autre question. Dans la discussion avec Vanessa Vialette, qui est donc, elle, en grande culture, qui ne peut pas être donc avec nous, qui est en grande culture et en bio, c'était assez intéressant parce qu'elle, c'était vraiment sur le suivi de toutes ces tâches. Et la question, finalement, que moi j'ai envie de vous poser à chacun de vous, c'est est-ce que ce sont des outils qui sont adaptés et qui peuvent vraiment rendre service pour réinventer notre agriculture? Laurence Allard, tout à l'heure, en a parlé dans son développement. C'est-à-dire qu'elle a même parlé, si j'ai bonne mémoire, de faire de l'agriculture un terrain d'expérimentation d'une agropolitique nouvelle. Bon, est-ce que ces outils peuvent être au service d'une agriculture plus écologique, plus sociale? Question ouverte, je ne sais pas qui veut bien me répondre. Les outils d'enregistrement, c'est ça? Les outils... Pas que, non, des outils, des différentes applis, différentes sur la modulation de l'azote, sur aussi la maîtrise peut-être des maladies sur l'animal. Moi, je pense qu'il faut se dire qu'on peut toujours améliorer les choses. D'ailleurs, si on ne le fait pas, on est stupide parce que... Je pense qu'on a fait faire au monde agricole des choses que le monde agricole n'a jamais voulu. On lui a fait mettre des pesticides. Le paysan, il n'avait pas spécialement envie de mettre des pesticides. On lui a vendu des pesticides, on lui a vendu des techniques. Il faut bien se mettre dans l'idée que la maladie de la vache folle, le paysan, il n'a jamais voulu tuer ses vaches quand même. On lui a vendu plein de trucs. Donc le paysan, il est sympa quand même en France. Hein. On lui fait faire des tas de choses et après on lui tape sur la gueule. Et aujourd'hui, on nous dit, est-ce que ça serait bien d'améliorer les choses? Ben nous, on est d'accord. On est franchement d'accord. On trouve ça chouette. Mais moi, ce qui m'épate, c'est que personne n'a de questions. Personne n'a de questions à nous poser alors qu'on va être les prochains utilisateurs de ce que vous allez inventer. Et personne ne se pose de questions. Alors, ce matin, j'ai assisté avant de venir, on est arrivé un peu en avance, on avait peur d'être en retard pour vous rencontrer. On a assisté à des tables rondes sur l'Afrique et à des gens qui ont raconté des choses vachement compliquées sur l'Afrique. Et à la fin des échanges, il y avait plein de questions tout aussi compliquées. Alors nous, on n'a pas de réponse compliquée à donner, mais par contre, on veut bien répondre aux questions simples. C'est déjà pas mal. Mais il n'y en a pas. Alors on se pose des questions. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens pendant des années pour trouver des solutions à nos problèmes sans nous avoir jamais rien demandé? Qui va payer tous ces gens-là à nous trouver des solutions alors qu'on ne se connaît même pas? Qui va financer tout ça? Et qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Alors creusez-vous, messieurs, dames, il va falloir nous poser des questions. Hein. Alors pas aujourd'hui, on vous laisse le temps. Hein. Oh, on va peut-être, ça pourrait être le mot de la fin de cette table ronde. Ah, il y a une question. Bravo. Oui, non, mais attendez, on a dit une question, pas trois. Il n'y a personne à droite. La première là-haut. Monsieur. De toute façon, je voulais vous remercier pour votre franc-parler. On retrouve nos racines et dont je suis fier.
Simplement vous dire, donc moi je suis Alain Foucaran, je suis directeur de l'Institut d'électronique et des systèmes. Et je pense que vous avez soulevé quelque chose d'énorme, c'est qu'en fait, je pense que nous n'avons pas de très très gros défis technologiques, pas de très très gros technologiques, mais par contre nous avons d'énormes défis d'usage. C'est-à-dire que la technologie est là, et le problème c'est qu'il faut remettre l'homme au cœur du dispositif et mettre l'objet au service de l'homme. Or, ce que nous avons développé aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est des performances technologiques, mais sans savoir pour qui on les faisait. Et pour entendre à la fin dire, mais finalement, faites-nous des choses dont on a besoin, mais vous n'avez pas demandé ce qu'on voulait faire. Alors, vous avez raison, et moi, ça me fait penser à autre chose, de très important. On apporte les choses, si vous apportez des choses aux agriculteurs, apportez-les d'une façon constructive, et ça marchera. Depuis des années, on apporte aux agriculteurs des choses complètement à l'envers. Par exemple, tout ce qui est plan d'épandage. Un plan d'épandage, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire où est-ce qu'on va mettre la merde des vaches dans les prés, pour faire court. C'est parti d'un très bon sentiment. D'un très bon sentiment de l'État, d'un très bon sentiment écologique, et en fait, c'est très rationnel. Le problème, c'est qu'on a dit aux gens, attention, si vous ne respectez pas ça, on va vous enlever vos primes. Grosso modo, c'est ça, hein, je le fais court, mais les gens, ils ont besoin des primes pour vivre. S'ils n'ont pas les primes, c'est simple, ils mettent la clé sous la porte, ils vivent des primes aujourd'hui, point. Donc, en gros, ça n'a pas été suivi, et je peux vous assurer que tout le monde fait n'importe quoi. Sur le papier, c'est très joli, c'est très beau, et dans la réalité, on s'accommode tout à fait de ce qu'on faisait hier. Voilà, donc en gros, il se fait toujours n'importe quoi. Il a été balancé, les gens se sont mis en 4 pour respecter les règles et compagnie, mais sur le papier. Donc en fait, il faut arriver à communiquer avec les agriculteurs d'une façon constructive. C'est-à-dire qu'il ne faut pas leur amener des contraintes si on veut leur amener quelque chose, il faut leur amener des solutions, quoi. Vincent, vous voulez rajouter quelque chose ? Par rapport aux technologies et au numérique, ça décuple quand même nos capacités d'intervention et de travail. Et donc, je considère qu'aujourd'hui, entre l'assistance du tracteur qui conduit tout seul, ma possibilité de travailler de jour comme de nuit dans des conditions optimales, je suis susceptible de travailler beaucoup plus de surface à homme égal. Donc, il ne faut pas nous empêcher derrière d'évoluer, de nous déployer, ou alors faut nous embaucher dans vos cabinets d'études pour avoir une autre source de revenus, une diversification, pour trouver... Moi, je ne fais plus rien de mes journées, puisque je ne traite que la nuit. Mais je traite la nuit parce que les conditions sont meilleures. Et donc aujourd'hui, je fais ça parce que je peux le faire, parce que j'ai la technologie et les outils numériques qui me permettent de le faire. Donc voilà. Et donc il ne faut pas d'un côté nous sortir des outils qui nous permettent d'être hyper performants et de gagner en productivité, et de l'autre côté nous dire ah bah non, il faut rester sur des petites structures familiales toutes gentilles, toutes belles. Ce que vous soulevez là, c'est aussi, ça rejoint quelque chose dont on a parlé il y a peu de temps, c'était aussi l'idée que vous êtes émetteur de données, et vous dites payez-nous peut-être aussi pour ça fait aussi partie de l'enjeu des débats actuels, notamment sur les usages du big data. Je le signale juste au passage. Voilà. Je ne suis pas prêt à donner mes données, puisque derrière on me fera payer le service. Donc aujourd'hui, tout ce qui sera produit sur mon exploitation de données, j'espère pouvoir les garder, mais après, on ne sait pas quand... Ou les partager quand sur on achète plateforme, une barre de guidage, on ne sait pas si elle est pucée ou pas pucée. Aujourd'hui, quand vous achetez un tracteur John Deere, pour ne pas les citer, il est pucé. Et en fait, John Deere, États-Unis, c'est tout ce qui se passe dans le tracteur, tous les trajets faits par les tracteurs, même quand ils sont volés et qui finissent dans les pays de l'Est. Simplement Marie, par rapport aux données... Oui, je voulais juste donner la parole à Grégoire. Non, mais d'une manière générale, finalement, tout ce qu'on évoque, Laurent Salard en a parlé tout à l'heure, c'est ce qui est nécessaire, c'est de se réapproprier l'outil, mais de manière collective. Elle parlait de puissance de calcul citoyenne. C'est là les enjeux, quand on voit qu'en effet, des grosses boutiques comme Google ont quand même mis sur la table quelques milliards de dollars, excusez du peu, dans des startups qui veulent manipuler le data agricole. Il y a quand même matière à se poser comme certaines questions pour l'avenir de l'agriculture. Est-ce qu'on veut un agriculteur exécutant, Est-ce qu'on veut finalement revenir au métayage, mais version 3.0
4.0, ou est-ce qu'on veut un agriculteur acteur et surtout force de proposition? L'enjeu aujourd'hui, je pense qu'il est là. Bon, Vincent, je connais ton côté provoque dans ce que tu racontes. Parfois, la petite exploitation familiale, je pense qu'elle peut justement avoir un avenir avec ces outils s'ils sont bien utilisés. Une fois de plus, c'est comme pour tout, c'est la finalité qui importera sur l'utilisation du numérique. Souvenez-vous, quand Internet est arrivé à la fin des années 90 en France, on disait c'est super, ça va être la porte des savoirs. Et puis, résultat, on voit que 30%, voire 50% du trafic Internet, c'est comme le porno. Donc ça, c'est super, hein, la porte des savoirs, c'est quand même un peu limité. Donc voilà, c'est la finalité qui est importante, l'utilisation qu'on en fera, et ça, pour ça, il faut que ce soit fait de façon responsable. Et en effet, on se méfie beaucoup, alors peut-être qu'on sait un peu le côté parano français, mais tu as cité une marque tout à l'heure, mais bon, c'est la même chose que Apple, les écosystèmes fermés, qui laissent peu de place à la co-construction qu'on évoquait tout à l'heure, c'est quand même un peu inquiétant. Donc voilà, on veut des systèmes ouverts et collaboratifs. Merci. On va, si vous voulez bien, s'arrêter là, parce que voilà, le temps défile. Merci. On peut continuer donc, et d'abord les applaudir, les remercier. Merci d'être venu. Merci beaucoup à eux trois. Et donc je rappelle qu'on pourra continuer des échanges via Twitter. Donc vous avez bien compris qu'il y en a qui passent leur jour, voire leur nuit.